Donc, je suis Farid Badache. Et donc, je vais présenter une petite présentation sur un retour d'expérience sur tout ce qui est dispositif d'alerte et recueil de signalements au niveau local. Donc, la présentation que je vais pouvoir échanger avec vous aujourd'hui, qui sera poursuivie d'un échange. Et donc, j'insiste sur le fait que vous pouvez poser des questions via le dispositif de conversation, de chat. C'est très pratique. Je vais pouvoir donc faire une présentation en 3 temps. Dans un premier temps, juste vous rappeler un petit peu ce que je fais et comment ça fonctionne. Donc, la partie XAPA, en fait, je suis fondateur d'une structure, comme ça a été dit en introduction, certains d'entre vous me connaissent également par mes activités précédentes. Et XAPA est donc une nouvelle structure que j'ai mis en place, qui va être officialisée le 20 juin. Donc, c'est pour ça que le site internet, je vous inviterai à le regarder à partir du 20 juin, xapa.org. En fait, c'est le fruit d'une longue réflexion sur comment contribuer à accélérer en fait l'atteinte du respect des droits humains sur le terrain et plus largement l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc, cette structure est une structure qui fonctionne autour de 3 piliers. Je commencerai par celui qui s'appelle le pilier. Là, les présentations sont pour l'instant en anglais. En tout cas, pour cette partie-là, la partie plaidoyer, c'est indispensable quand on reprend rien que cette question sur les mécanismes de plainte, de sensibiliser et de bien comprendre les enjeux qui sont associés, et la pertinence et la manière la plus intelligente d'utiliser ce type d'outils. C'est exactement dans ce cadre-là, pour moi, que j'essaye de participer à ce webinaire aujourd'hui, parce que je pense que ce sont des outils vraiment très importants dans le respect des droits de l'homme sur le terrain. Également, il y a une deuxième partie qui est une activité de conseil que nous animons avec XAPA et qui permet, en fait, typiquement sur les questions de droits de l'homme, de bien cadrer les enjeux et de bien mettre en place des plans d'action qui répondent à des réalités sur le terrain. Mais également, c'est l'originalité de XAPA. L'idée, c'est de compléter un certain nombre de dispositifs avec lesquels, moi, notamment, j'ai beaucoup travaillé, avec des agences de développement, avec des fonds développés ou mis à disposition par des entreprises. Et là, l'idée, c'est véritablement de créer des fonds qui soient des fonds d'impact. Ces fonds ayant vocation à notamment apporter des solutions de remédiation sur le terrain, notamment sur les questions d'éducation. On progresse sur les questions de droits de l'homme quand on permet au plus grand nombre d'avoir accès au savoir, connaître leurs droits, être formé. Donc, c'est un vrai sujet sur le terrain. Et puis, qui dit, par exemple, derrière les questions d'éducation, on peut aussi prolonger, ne serait-ce que ce point-là, sur les questions de formation. Et notamment quand on veut accéder à un salaire décent, quand on veut améliorer les conditions de travail dans des filières, là encore, la question de la formation est importante. Et là, l'idée, c'est de mobiliser des fonds d'impact qui permettent notamment d'utiliser le digital pour toucher vraiment le plus grand nombre d'individus, et ça en association avec notamment des acteurs industriels et des organisations étatiques. Me concernant en tant qu'intervenant, donc ça fait 20 ans que je travaille sur ces questions-là. Je travaille beaucoup dans l'industrie et beaucoup dans les pays notamment francophones, en Afrique, au Moyen-Orient, Maghreb. Et donc, voilà, je partageais ici un petit peu du savoir autour de ces différentes questions. Donc, ce que je voulais dire dans le slide précédent, c'est que les mécanismes de plainte répondent aujourd'hui à un environnement réglementaire. Joseph a évoqué le devoir de vigilance, bien sûr, dans lequel s'inscrit ce webinaire. Il y a aussi un ensemble d'autres initiatives, je dirais, réglementaires, qui vont toutes dans le même sens, que l'on partage des questions associées à la corruption, au respect des droits de l'homme, à la question de l'esclavage moderne, notamment tiré par le UK Slavery Act. Il y a un certain nombre d'initiatives qui vont toutes dans le même sens et qui, à un moment ou à un autre, imposent notamment aux entreprises la question de démontrer la pertinence et l'efficacité des moyens qui sont déployés. Donc, il y a une bascule qui est importante, qui est une bascule qui va au-delà de la question de la mise à disposition de moyens. Les moyens, j'ai compris mes enjeux, j'ai mis en place des chartes, des clauses contractuelles, je conduis des audits, je fais toutes sortes de choses. Mais au-delà de ça, il faut être capable de démontrer que ces moyens ont un impact par rapport à des risques qui sont identifiés. Et c'est là que le mécanisme de plainte est un outil fondamental qui permet d'être au plus proche des réalités sur le terrain et qui permet de collecter potentiellement des plaintes, des enjeux, des préoccupations, des questionnements, et ça permet de pouvoir calibrer en fonction
les moyens qui sont déployés. Est-ce que les gens sont correctement formés? Est-ce que les mécanismes sont correctement déployés? Et quelles sont les améliorations qui peuvent être apportées? Alors la réalité, en fait, sur le terrain, elle est protéiforme. J'ai essayé de classer les mécanismes de plainte en 3 grandes familles. Et là, c'est typiquement ce qui est présenté sur le transparent que vous avez devant vous. Donc, il y a des canaux formels. Classiquement, souvent, il y a des lignes téléphoniques, par exemple, pour des contracteurs qui peuvent travailler sur des sites. On peut avoir des espaces intranet qui sont dédiés également pour les salariés. Il y a évidemment des canaux qui sont plus informels et qui sont souvent connus, tout simplement des discussions informelles qui peuvent s'entretenir entre différents individus. Il y a la possibilité d'activer des comptes sociaux. Il y a un certain nombre de pays dans lesquels et d'environnements dans lesquels ce système-là est extrêmement actif. Et puis il y a évidemment la possibilité de mener des études de tierces parties. Donc qui n'impliquent pas forcément les acteurs, par exemple, d'une entreprise ou d'une opération industrielle et qui mènent leur enquête, leur propre analyse. Et c'est une manière d'organiser un mécanisme de plainte. Ce sont autant de capteurs qui permettent de collecter potentiellement des dysfonctionnements entre des principes et puis des pratiques que l'on observe sur le terrain. Voilà, ça c'est très concret, ça permet de dire des fois vous avez des principes sur lesquels il y a des grands engagements sur le fait qu'il n'y ait pas de travail pour des enfants, et puis le travail sur le terrain montre le contraire, des familles qui travaillent notamment dans les champs avec leurs enfants. Donc là on a des écarts qui sont importants et qui doivent être reportés. Pour autant, une grande difficulté au-delà du principe conceptuel qui est assez simple en fait finalement sur un mécanisme de plainte, c'est à la limite, je dirais que c'est le moment où on se rend compte que soit le système ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'on a un canal en place et puis finalement il y a peu de volume d'activité dessus. Et je connais beaucoup d'entreprises qui constatent ça, qui mettent en place des systèmes, qui communiquent un petit peu, puis 2, 3, 4 ans plus tard disent finalement le trafic est assez faible. Alors est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de problème? Peut-être, peut-être pas. Il y a un deuxième enjeu qui est sur la véracité des informations qui peuvent être portées dans ces mécanismes de plainte. Moi, j'ai dû faire face des fois à des systèmes où en fait on voulait perturber aussi le fonctionnement d'une organisation avec des systèmes un petit peu où on partage de l'information dedans qui n'est pas forcément pertinente. Donc ça, il faut vérifier cette information. Et ça m'amène à un troisième enjeu qui est vital dans l'utilisation des mécanismes de plainte, c'est que toute personne qui l'actionne doit être d'une certaine manière protégée. Forcément, c'est un petit peu sensible quand vous êtes salarié dans une organisation, vous voulez déclarer un dysfonctionnement. Donc là, on peut reprendre le concept du lanceur d'alerte et de toute la question qui se pose autour de la protection et de la collecte sereine de l'information qui permet de vérifier quel est le problème. Donc, c'est autour de ces réalités-là, et encore une fois, comme on est comme on parle de questions portant au respect de droits humains, toute thématique qui va y être associée est forcément une thématique sensible. Alors, bon. Marcia, je propose que vous preniez la main et que vous changiez en fait la page, puisque je n'arrive pas à changer les pages. Ça sera plus simple comme ça. Vous êtes au contrôle. Ok, ça marche. Je fais ça, mais vous... Ok. Alors, page suivante. Voilà. Donc, quand on parle d'un contexte que l'on veut analyser, qui est un contexte de respect de droits humains, on touche à des thématiques qui sont extrêmement... qui peuvent être très connectées, mais qui sont quand même diverses dans leur contenu. Et qui touchent des populations qui sont potentiellement aussi diverses. Donc, dans les éléments qui sont portés à l'écran, en fait, quand on a des questions, moi j'ai eu affaire à traiter par exemple de questions de harcèlement sexuel dans un registre, dans un autre registre, par exemple, des questions qui sont associées à des pollutions dans des eaux qui sont utiles à des activités agricoles du fait d'activités industrielles. Les deux exemples que je vous donne sont des exemples qui sont très différents. Si vous avez des cas de harcèlement sexuel à l'intérieur, par exemple, d'une entreprise, entre un encadrement et des salariés, vous êtes dans une sphère d'enjeux qui est très différente de celle de pollution d'eau qui peuvent atteindre des activités agricoles qui sont sur le territoire et donc qui touchent plus des populations riveraines. Donc là, on peut avoir des enjeux qui sont différents, qui demandent de pouvoir collecter potentiellement des plaintes, mais qui touchent des populations différentes, des salariés
principalement féminins dans un premier exemple, et dans un deuxième exemple, des populations riveraines, principalement agricoles, qui sont situées à proximité sur le territoire. Et donc, tout l'enjeu du mécanisme est qu'on a tendance des fois à simplifier, à aller à des dispositifs de collecte qui se limitent finalement à quelques agents, par exemple, qui peuvent être en interface. On appelle ça souvent des agents de liaison, qui peuvent être en interface entre un site et puis son territoire, d'une part, éventuellement un dispositif de communication, téléphone, intranet ou des choses comme ça. En fait, il faut vraiment réfléchir à ce que l'on cherche à capter comme information. Je vous propose de passer au transparent suivant. Donc, comment essayer autant que possible de pouvoir construire des systèmes. J'utilise la terminologie de système à Etienne parce que je cherche là vraiment à montrer comment à un niveau local, il faut véritablement avoir une batterie, un ensemble de dispositifs permettant de servir de mécanisme de plainte et pas simplement juste un espèce de couteau suisse, c'est-à-dire un dispositif qui est censé servir tous les besoins. Ça fonctionne pas comme ça. Et donc, voilà quelques questions utiles à se poser pour pouvoir mettre en place ce système. Dans un premier temps, l'accessibilité des mécanismes. Vous avez pu voir à travers les quelques éléments que je vous ai présentés, quelques photos. Ce sont des photos qui viennent, qui sont très représentatives de travaux auxquels moi j'ai pu contribuer. Par exemple, ce qu'on peut constater directement sur ces éléments, c'est que des fois, il y a certains dispositifs qui ne sont pas accessibles pour des personnes qui sont en situation d'avoir leurs propres droits qui soient en risque. Donc, vous avez des fois, j'ai vu ça, des dispositifs d'intranet, par exemple, qui sont mis à disposition de fournisseurs qui sont présents sur site. Le problème, c'est que si ces fournisseurs ne sont pas connectés, ou s'il y a beaucoup de changements dans les fournisseurs qui viennent, qui restent une semaine, 2 semaines, et puis il y a cette rotation qui est élevée, ça fait qu'en réalité, les personnes qui sont potentiellement concernées, n'ont pas l'information, puisqu'il y a une trop grande rotation pour que l'information leur parvienne, qu'ils soient bien informés. 2, le temps qu'ils aient les codes de connexion, en général, ils sont déjà plus là. Donc, ça marche pas. C'est très simple, mais ça ne fonctionne pas. Pour qu'ils puissent activer ces mécanismes qui leur sont donnés. Le deuxième point, c'est sur la transparence des dispositifs de traitement. Ce point-là est évidemment très important. Il faut vraiment se mettre dans la perspective des personnes qui risquent de l'actionner, de ce qu'on va appeler les lanceurs d'alerte, et comprendre comment ces personnes sont informées de leurs droits, en quoi leurs droits sont potentiellement mis en risque, d'une part, et d'autre part, dans quelle mesure ils vont avoir confiance dans l'utilisation du mécanisme. Si je suis salarié dans une organisation, que je veux me plaindre de comportements de malversation, de corruption que j'observe auprès de mon propre encadrement et management, il est évident que j'ai très peur de pouvoir activer ce type de mécanisme et je dois me sentir protégé parce que je veux potentiellement garder mon travail. Je suis au jour le jour en échange avec des personnes dont j'estime qu'il y a des malversations que je souhaite dont je souhaite faire porter l'information. Le troisième point est un point important sur la légitimité et la confiance dans les acteurs collectant l'information. Pour vous donner un exemple très concret, je me suis retrouvé en situation où on mélangeait en fait les personnes qui étaient responsables de la sécurité d'un site industriel, qui est un site, on va dire, d'extraction minière, et les personnes responsables de la sécurité, donc faisant l'interface avec les populations riveraines, avaient aussi la responsabilité d'être des agents de liaison pour collecter l'information potentiellement et donc les plaintes qui pouvaient émaner de populations riveraines. Si d'un côté vous faites la sécurité et que de l'autre côté vous êtes censé être l'acteur de confiance auprès de qui est censé collecter les plaintes, ça fonctionne pas forcément très bien. Donc il faut se mettre dans la perspective des détenteurs de droits, donc en l'occurrence de communautés riveraines par exemple, et de véritablement comprendre quelle est leur perception du site, en l'occurrence dans mon exemple de site industriel, des acteurs avec lesquels ils peuvent interagir et dans quelle mesure ça va être une dynamique de confiance pour que ce soit des acteurs qui puissent être légitimes et être acteurs de confiance ou pas. Enfin, la question du traitement équitable des utilisateurs du mécanisme est importante. On peut vouloir dissocier dans le cadre du système la manière dont on va collecter l'information selon différents types de populations. Dans le cas, par exemple, de harcèlement sexuel que j'évoquais un petit peu plus tôt,
il peut être opportun de mettre en place un mécanisme de compagnonnage qui puisse permettre de faire collecter les plaintes par des femmes de confiance qui vont plutôt collecter l'information auprès de populations qui vont être largement féminines. Ça peut être un exemple. On peut avoir d'autres exemples dans lesquels on n'a pas confiance en fait dans les acteurs institutionnels locaux et considérer qu'il peut y avoir des populations plus vulnérables, des villages qui ne sont pas forcément représentés par les institutionnels qui échangent régulièrement de manière formelle avec les acteurs, par exemple, d'un site industriel. Et donc, il va falloir compléter ce dispositif formel d'échange entre des institutionnels et puis des dispositifs plus informels. Et c'est là que notamment, souvent, des acteurs de développement, des acteurs d'école peuvent, des acteurs dans l'éducation notamment, peuvent être très utiles. Enfin, les deux derniers points sont associés à la protection du lanceur d'alerte, bien sûr, je l'ai dit un petit peu plus tôt, mais c'est très important d'assurer une bonne confidentialité. Et c'était le premier point que j'avais dit, quand vous avez un ensemble d'enjeux réglementaires qui invitent les organisations, les entreprises à démontrer la pertinence et l'efficacité des dispositifs qu'ils mettent en place pour protéger, respecter les droits de l'homme dans leurs opérations locales, tout l'enjeu d'un mécanisme de plainte est de servir un retour d'expérience et de permettre de manière multipartite dans une organisation de pouvoir voir ce qui a fonctionné, ce qui ne fonctionne pas et quelles sont les améliorations qui sont à apporter dans la formation, dans les directives et les procédures, dans l'organisation des acteurs. Il y a un certain nombre de choses qui ne sont améliorables que à la lecture et au traitement, dans le traitement des mécanismes de plainte. Je vous propose de passer à la page suivante, qui est la dernière page, juste avant de vous permettre de poser des questions. Moi, de mon expérience, j'ai souvent été confronté à des questions de mécanismes de plainte qui sont utilisés véritablement comme un mécanisme en bout de chemin pour des entreprises et des organisations qui ont essayé de réfléchir à leurs enjeux prioritaires, déployer des procédures, des clauses contractuelles, des choses comme ça. Et donc, c'est un petit peu vraiment le petit élément qui est fait en bout de ligne, alors qu'en fait, je pense qu'il faut vraiment prendre les choses dans l'autre sens et considérer que ces mécanismes de plainte au niveau local sont au contraire un point fondamental de collecte et qui permet de vérifier que finalement ce qu'on peut définir des fois assez lointainement des opérations dans un siège est conforme à la réalité du terrain et permet de piloter, d'améliorer et de démontrer auprès de tout acteur le sérieux avec lequel on agit et on cherche à respecter les droits de l'homme au quotidien. Je reviendrai juste vraiment en clôture sur un point qui me semble être important, c'est que le mécanisme de plainte est d'autant plus important comme outil local. Si on revient à l'esprit et au texte des principes directeurs des Nations Unies, qui ont pratiquement presque une petite dizaine d'années maintenant, on est véritablement au cœur du système et au cœur de l'esprit de ces principes directeurs dans cet enjeu véritablement d'impact. C'est bien de mettre en place des moyens, c'est plus important de pouvoir démontrer que ces moyens et ces ressources ont un impact et réduisent véritablement les enjeux de risque de violation de droits humains sur le terrain. Mais je vois, il y a juste Thierry qui nous a posé une question. Quand on voit comment sont considérés les lanceurs d'alerte en France, même si je crois qu'une loi vise à les protéger, j'imagine la difficulté dans la majorité des pays. Je crois que, en fait, il pose là le problème de la protection de ceux qui dénoncent. Et chez nous, ici au Cameroun, on a aussi ces cas-là. Donc, c'est une question qui est vraiment bienvenue, Farid. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on s'assure que la personne qui dénonce est protégée? Je crois que c'est la première question à laquelle tu pourras répondre le temps qu'on concorde deux autres. C'est une question qui est extrêmement sensible, bien sûr, elle est fondamentale. Il y a associé à cette question, je pense, alors je reviens sur les dispositifs. Il faut voir de quels enjeux on parle et de quelle population on veut protéger. Il y a des dispositifs par tierce partie, c'est-à-dire utiliser un acteur tierce qui collecte les plaintes, qui permet de pouvoir cloisonner la collecte de l'information. Donc, quand on prend un appel téléphonique ou on envoie un email, ce n'est pas géré par l'organisation, par l'entreprise, mais par une organisation tierce. C'est un maillon de protection, en tout cas de premier niveau, permettant d'un petit peu mieux protéger. Et en fait, ça permet d'avoir un acteur tierce. Après, oui, ça demande du coup aussi de mettre en réponse à ça des moyens permettant
de le traiter correctement. Oui, Une autre possibilité, j'arrêterai avec ça, c'est aussi la possibilité, tout à l'heure je parlais de système de compagnonnage, et donc moi j'ai vu des choses un petit peu très simples et assez innovantes finalement. Par le compagnonnage, quand je le disais tout à l'heure, l'idée d'avoir des populations dites potentiellement de confiance qui peuvent collecter de l'information. Par exemple, je prenais l'exemple du harcèlement et puis de populations féminines. On peut avoir comme ça des systèmes un petit peu complexes dans lesquels en fait l'information est partagée en fait de manière informelle entre personnes de confiance et ces personnes-là permettent de remonter un peu de l'information et j'ai vu que ça pouvait bien marcher sur un certain nombre d'enjeux sensibles et je pense aux questions de harcèlement par exemple. Il y a d'autres questions. Oui, il y a Sophie qui nous pose la question des ressources humaines importantes. C'est-à-dire que si on veut vraiment faire fonctionner le mécanisme, il semble qu'il faut des ressources humaines importantes. Et quand les pointillés peut-être voudraient demander qui va supporter cela. À côté, Jean-François demande les indicateurs pertinents qui pourront permettre de mesurer qu'un tel mécanisme marche. Alors, la question sur les ressources est une question qui est importante. Après, je prendrai la question un peu différemment en disant tout simplement que l'expérience montre, et après on pourra avoir des exemples plus précis, mais l'expérience montre que je connais vraiment beaucoup d'exemples. On se rend compte que quand on est en mode de réparation, c'est-à-dire que des problèmes importants ont été observés, bah, au final, ça mobilise beaucoup plus de ressources et ça coûte finalement plus cher que quand on est en mode plus proactif, c'est-à-dire que on essaye de former, de mettre en place un système. Le système permet aussi de pouvoir partager un petit peu la charge, de responsabiliser un certain nombre d'acteurs selon les problèmes, en termes de points de captage des risques et des plaintes qui peuvent être observées sur le terrain. Donc, être proactif sur ces questions-là, ça coûte quand même beaucoup moins cher et ça mobilise au final moins de ressources au quotidien que quand on est en mode réactif et qu'on doit gérer des problèmes graves qui ont été observés. Concernant les indicateurs, je pense qu'il ne faut surtout pas créer des indicateurs spécifiques au mécanisme de plainte et je reviendrai à quelque chose de très simple. Je dirais que si, avant de réfléchir à un système de mécanisme de plainte, on a bien identifié ces enjeux locaux, donc les enjeux de droits de l'homme que l'on souhaite, sur lesquels on souhaite assurer la meilleure gestion possible de manière proactive pour réduire au maximum les risques. À partir de ce moment-là, on raisonne à partir de ces risques identifiés, de manière à vérifier si on pense que les risques sont élevés, est-ce que le mécanisme de plainte, et là il y a un indicateur qui est propre au mécanisme de plainte, petit 1, est pertinent dans l'information qu'il collecte, le nombre, la qualité des requêtes qui arrivent par le mécanisme de plainte, premièrement. Donc, ça donne un indicateur qui est propre au mécanisme de plainte, mais qui permet de vérifier que le risque qu'on a voulu traiter est effectivement important, puisque le mécanisme de plainte reporte un certain nombre d'informations associées. Et donc, petit 2, ça veut dire que dans ce cas-là, la vraie question qui se pose, c'est comment on réduit cette quantité d'informations. Et ça démontre l'efficacité des autres dispositifs qui sont mis en place pour réduire tout risque qui pourrait générer du coup des plaintes. Voilà. Ok, je ne sais pas s'il y a une question. Oui, ok. Il y a Thierry qui demande si Farid peut préciser le recueillement des plaintes. En fait, il veut savoir si les ONG sont concernées par la collecte des plaintes dans les expériences qui sont les tiennes, les expériences qui sont présentées, qui sont partagées ici. Oui, alors je dirais qu'historiquement, elles sont concernées, puisqu'il y a, quand je disais tout à l'heure, il y a plusieurs systèmes de mécanismes de plainte. Il y en a un, je disais, ça pouvait être des rapports dits de tierces parties qui pouvaient être menés par des syndicats ou des ONG. Donc, je dirais qu'il n'y a rien de nouveau sur le fait que des ONG peuvent être en première ligne dans la collecte et la capacité à reporter des plaintes, ça se fait. Mais au-delà, il existe aujourd'hui, notamment via téléphonie mobile, des dispositifs assez intéressants qui permettent de collecter, d'avoir des capteurs, notamment sur des territoires, et ce sont des ONG qui portent et qui administrent ces dispositifs-là. J'en avais identifié une petite dizaine récemment, donc je ne cherche pas à faire de la publicité pour l'un ou l'autre, mais il existe une dizaine d'applications, à ma connaissance, qui permettent
via de la téléphonie mobile, de pouvoir reporter de l'information, soit pour des travailleurs qui sont sur site, des sous-traitants, des riverains, et souvent, en première ligne, dans la gestion et la collecte de ces informations, et la première analyse de ces informations, ce sont les ONG qui s'en occupent.